Radio Alpa, l'alternative. L'actualité, on en parle avec Jean-Yves Breteau et son invité. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com avec Sophie Moisy, conseillère municipale communiste du Mans, déléguée au handicap et conseillère communautaire Le Mans Métropole. Bonjour Sophie Moisy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commenter l'actualité sur Radio Alpa. Alors, vous êtes une jeune conseillère municipale et communautaire, par ailleurs présidente du groupe des 8 élus communistes et républicains du conseil municipal du Mans. Vous incarnez donc une nouvelle génération d'élus. Vous êtes déléguée au handicap. En quoi consiste votre délégation ? Eh bien, j'ai la joie d'avoir cette délégation depuis bientôt 10 ans, puisque c'est mon deuxième mandat. Et j'ai comme objet principal de délégation de rendre la ville, la cité accessible à l'ensemble de nos concitoyens, quel que soit leur handicap. Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, fait depuis le 12 février, donc c'est très récent, un tour d'Europe au sujet de l'école et de la société inclusive à destination des handicapés. À l'invitation de la députée La République En Marche, Pascale Fontenelle-Personne, la secrétaire d'État a fait une halte au Mans et à Mulsanne, c'était le 26 janvier dernier. Sophie Cluzel a notamment rencontré des élèves au collège Bollé qui se situe à Mulsanne, puisque 60 collégiens préparent actuellement un voyage scolaire en Angleterre et parmi les 60 collégiens, 3 d'entre eux sont en situation de handicap. Est-ce que c'est toujours très complexe de fait, parce que la situation est évoquée à Mulsanne, mais je suppose qu'elle se présente aussi au Mans, est-ce que c'est toujours très complexe pour des élèves avec un handicap de partir sans contrainte en voyage scolaire ? Justement, la venue de la secrétaire d'État était d'autant plus intéressante et importante sur ce collège de Mulsanne, c'est que les collégiens concernés n'ont failli pas partir par manque de moyens. Il a fallu effectivement, c'est pour ça que la députée de la 3e circonscription a souhaité la venue de la secrétaire d'État, puisque des associations locales qui œuvrent dans le domaine du handicap ont dû mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir récolter des fonds afin que ces enfants puissent partir avec leurs camarades de classe. Donc aujourd'hui, quand on parle d'école inclusive, on aimerait qu'effectivement, peu importe les difficultés de chacun, qu'il soit de handicap ou autre, chacun soit traité de la même façon, ce qui n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, ces élèves ont failli être laissés sur le bord de la route s'il n'y avait pas eu la solidarité de nos concitoyens. Alors, quelle était la difficulté ? Un transport adapté qui quelquefois coûte plus cher ? Alors voilà, c'est les surcoûts qui sont liés au handicap, mais qui ne sont pas des surcoûts, puisque on parle du service public de l'éducation nationale, donc il est normal qu'on prenne en charge les coûts liés aux difficultés de chaque enfant, ça me paraît logique. Alors la démarche solidaire consiste à ne pas exclure ces élèves du fait d'un voyage en raison de leur handicap. C'est un petit peu le message qu'est venue donner la secrétaire d'État. C'est surtout qu'il a fallu qu'elle se rende compte que les services d'État, notamment de l'éducation nationale, n'avaient pas été en capacité de trouver les fonds nécessaires pour pouvoir permettre à ses enfants d'être dans l'école inclusive, ce qu'elle prône au niveau national. Alors, elle a réagi comment, la secrétaire d'État, par rapport à cette situation dont dépend effectivement les financements publics ? Alors, ça a été une des choses qu'on a évoquées avec elle. On en a évoqué d'autres, puisque effectivement, j'ai pu m'entretenir un petit peu avec elle. Et je pense que malheureusement, Madame la ministre n'a pas les moyens de ses ambitions, tout simplement. Je pense qu'effectivement, c'est une femme qui a une belle feuille de route pour l'ensemble des enfants en situation de handicap en France, mais qu'elle n'a juste pas les moyens de sa politique. On a évoqué d'autres sujets, des enfants qui aujourd'hui n'ont pas accès à un fauteuil roulant par manque de moyens. Et on ose dire que les familles n'ont pas fait les démarches nécessaires pour obtenir les moyens, ce qui est faux. Les familles ne peuvent pas se permettre de payer 2 500 € de leur poche. Donc aujourd'hui, il y a un vrai vide dans ce sens-là. Il y a des situations où on doit payer de sa poche, où on doit se servir de la solidarité des autres. Alors à ce propos, la secrétaire d'État a parlé de solidarité avec des recherches de financement participatif. Est-ce que ça induit de fait, et ça va peut-être corroborer avec ce que vous êtes en train de nous dire, que la solidarité par les seuls financements publics ne suffit pas, je dirais même plus ? C'est un choix de société, c'est pas le mien. Si demain j'étais en charge, effectivement, le service public pour moi devrait prendre en charge ces choses-là. Alors qu'après qu'il y ait de la solidarité entre concitoyens, je trouve que c'est plutôt une belle valeur, je la défends et c'est plutôt bien. Maintenant, je trouve dommageable que ce qui relève de la compétence de l'État ne soit pas pris en charge par l'État. Alors moi, je vous pose la question à la place de la secrétaire d'État. Comment on fait pour mettre en place une politique si on ne dispose pas des moyens nécessaires, donc des budgets publics, pour que cette action soit mise en place ?
Bien, je pense que l'État aujourd'hui fait des choix. Là. Le gouvernement Macron est très clair. Il fait la belle part aux riches. J'ai aucune difficulté pour le dire. Aujourd'hui, on nous demande, nous, en tant que collectivité, en tant que responsables élus locaux, de devoir faire encore des économies. Donc, non seulement on nous donne des choses à faire à la place de l'État, mais en plus, on ne nous transfère pas les moyens pour les faire. Et donc, il faut qu'on fasse des économies sur les services publics locaux que nous mettons en place pour encore en faire ce que l'État ne fait pas. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai désengagement de l'État dans tout ce qui est du domaine du service public. Et très clairement, les choix qui sont faits donnent la belle part aux personnes qui ont déjà de l'argent. Sophie Moisy, la secrétaire d'État, a aussi participé lors de sa présence en Sarthe à une table ronde au pôle administratif Pexan, donc au Mans. Il y a eu des échanges sur le thème de l'école inclusive relative à l'adaptation scolaire et à la scolarisation des élèves handicapés. Alors de quoi parle-t-on quand on évoque l'école inclusive pour des élèves handicapés ? Eh bien, l'école inclusive, ça veut dire qu'on accueille tout le monde, quels que soient les types de handicap. Donc, ça sous-entend effectivement qu'on y met des moyens. Après, ce serait un mensonge que de dire que tous les enfants en situation de handicap puissent intégrer l'école ordinaire. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des IME. Et qui permettent à certains enfants de suivre une scolarité. Et on fait des écoles, dans ces écoles, on permet de faire des classes externalisées dans nos écoles à nous. C'est le cas au Mans. On a plusieurs classes externalisées d'IME, ce qui fait que les enfants vont à l'école ordinaire, mais dans une classe où ils peuvent suivre l'enseignement qui leur est prodigué. Après, je tiens à dire que cette conférence à Pexan, c'est un enjeu médiatique peut-être très fort pour la députée de la 3e circonscription. Ce qui en ressort, en tout cas pour les personnes présentes, y compris moi, les associations, c'est que nous n'avons pas eu le droit de parole. Chaque personne a pu parler 3 minutes et il n'y a eu aucun échange avec la salle. Donc pour nous, c'est tout simplement de la poudre aux yeux. Cette visite, ça ne nous a rien apporté. Je pense encore une fois que Madame Cluzel a une belle feuille de route, mais qu'elle n'est juste pas dans le bon gouvernement. On sent chez vous une certaine colère de fait, parce que vous représentez quand même une délégation du handicap. Il y avait aussi des associations qui étaient présentes et vous avez eu le sentiment de ne pas avoir été écouté puisque pas entendu avec peu de temps de parole. Ah bah complètement, je confirme et je me fais le porte-voix de toutes ces associations avec qui je travaille quotidiennement, qui j'espère m'écouteront ce soir parce que effectivement nous n'avons été que spectateurs lors de cette conférence et d'ailleurs les associations ont séché elles-mêmes ce rendez-vous puisque nous avons été prévenus très tardivement la veille, pour être tout à fait honnête, et ce sont les directeurs des structures qui ont eu sur leur temps de travail le temps de venir. Les présidents d'associations, donc les représentants politiques des associations, ont dû sécher ces rendez-vous. La secrétaire d'État mène actuellement, comme on le disait, un tour d'Europe pour apprécier la situation. Vous en attendez quelque chose ou pas de ce tour d'Europe ? Moi, je pense que c'est une dame qui, déjà, de par sa vie personnelle, est sensibilisée au handicap. Donc, j'espère que ce tour d'Europe va lui permettre de rencontrer de nouvelles situations et de se rendre compte de la difficulté des familles et des enfants. Mais il y a aussi des adultes qui sont en situation de handicap. Il est grand temps, effectivement, de se confronter aux usagers pour savoir de quoi on parle. À ce propos, sur une initiative de Marie-Georges Buffet, qui est députée communiste de la Seine-Saint-Denis, une loi va être proposée pour éviter que les salaires des conjoints n'impactent le droit à l'AAH, qui est l'allocation aux adultes handicapés, et qui est une aide bien sûr financière qui permet d'assurer un minimum de ressources. La situation économique des familles ou des personnes avec un handicap reste cependant toujours précaire. Oui. Cette proposition de loi faite par le groupe communiste à travers Marie-Georges Buffet, qui a d'ailleurs été signée par tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale, y compris des députés En Marche, c'est vraiment un enjeu fort parce que on parle de 250 000 couples, de personnes, sans parler de ceux qui n'y ont pas accès aujourd'hui parce que les revenus du conjoint sont trop élevés, donc ces personnes n'ont pas l'AAH. On parle tout simplement d'indépendance, d'autonomie de personnes. C'est pas parce qu'elles sont en couple qu'elles n'ont pas le droit à leur autonomie financière. Donc c'est un vrai enjeu et j'espère vraiment que le groupe communiste pourra porter cela jusqu'au bout. Il y a un 4e plan autisme qui est annoncé pour mi-mars. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce plan autisme ? L'arrêt de la chaîne de rupture. Aujourd'hui, on a des ruptures. On a des enfants qui sont pris en charge. Alors déjà, diagnostiqués très tard. Vous savez qu'en Sarthe, c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous, notamment pour diagnostiquer tôt les problèmes d'autisme. Et aujourd'hui, on a par exemple une maternelle qui prévoit cela à Évry-l'Évêque. Et derrière, c'est fini. Donc il est grand temps que l'autisme soit pris en compte dans sa globalité. Isabelle Rousseau vient de nous rejoindre pour son billet d'humeur de la semaine. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Sophie Moisy. Bonjour. Alors pour mon billet d'humeur aujourd'hui, je suis partie avec les informations suivantes. Sophie Moisy, conseillère municipale au Mans
virgule, délégué au handicap, virgule, du Parti communiste et républicain. Bon, alors c'est à la fois peu et beaucoup. Alors peu, car les politiques rencontrés récemment communiquent à tout va sur les réseaux sociaux et ils sont inondés de leurs faits et gestes. Alors premier indice donc quand même, vous êtes discrète. Restez à savoir, efficace, car en général c'est son pendant. C'est alors que m'est venu à l'esprit le livre du Norvégien, alors là je ne sais pas si je le dis bien, Jostein Garner, enfin je ne sais pas trop comment dire. Je ne peux pas vous aider là. Oui, bon, qui s'appelle Le monde de Sophie, qui a eu beaucoup de succès dans les années 90. Et comme dans l'histoire, la première question posée est « Qui es-tu » Alors, faute de sources fiables, je me suis autorisée à un portrait un peu fantaisiste. Je vous imagine, adolescente, idéaliste, un poster de Che affiché sur les murs de votre chambre, en train de refaire le monde, échafaudant une société idéale telle la République de Platon. Tous les biens de production appartiendraient à la communauté et il n'y aurait plus de classe sociale. La vie, tout comme l'humanité, serait un combat. Votre vie, un voyage au pays du communisme. Votre mission, s'occuper des autres, et tout particulièrement de ceux qui seraient fragilisés par la vie, comme les handicapés. La deuxième question du livre est « D'où vient le monde ?» Alors, force est de constater, fini le jardin d'Éden, berceau de l'humanité, monde merveilleux, et c'est là, à mon sens, que commencent les malheurs de Sophie. Galvanisée par un tel idéal, comment ne pas se faire écraser par le lourd marteau de la réalité d'aujourd'hui ? Je vous le demande. Jusqu'à présent, le communisme n'a pas réellement fait ses preuves comme alternative heureuse au capitalisme. Certains pensent même, voire, que le communisme ne peut déboucher que sur l'utopie ou le totalitarisme. Bref, la niaiserie ou la dictature. Tout à coup, je sens que vous allez voir rouge. Mais, je suis rassurée, car si l'on en croit l'étymologie de votre prénom, Sophie, vous incarnez la sagesse et le savoir. Alors finalement, au-delà des dogmes, j'aime à imaginer que votre moteur est tout simplement l'idée d'un monde plus juste et plus humain. Finalement, c'est à la fois peu et beaucoup. Bon, vous avez vu rouge, Sophie, ou pas ? Non, du tout. Merci. C'est une très belle présentation. Merci. De rien. Agnès Buzyn-Pourcourse, pour poursuivre l'activité, la ministre de la Santé, merci Isabelle, a installé aujourd'hui, lundi, une commission sur la bientraitance des personnes âgées et handicapées. Cette commission doit proposer une stratégie nationale de lutte contre la maltraitance. Sa création n'est cependant pas annoncée comme une réponse à la grogne du personnel des maisons de retraite, puisque la création de ce groupe de travail découle de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement qu'on appelle l'ASV. Ça date de décembre 2015. Il résulte aussi de la mise en place du Haut Conseil de l'âge, un nouvel organisme associé au Haut Conseil de la famille et de l'enfance. Et ce Haut Conseil de l'âge doit permettre la mise en place d'outils pour mieux analyser les situations complexes. À noter toutefois, puisque cette commission est annoncée aujourd'hui dans son installation, qu'une nouvelle grève dans les EHPAD est annoncée le 15 mars. Les organisations syndicales de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées, les associations de retraités et de familles estiment que le plan de 58 millions d'euros qui a été annoncé par la ministre de la Santé n'est pas à la hauteur, en tout cas, de la crise que traverse le secteur. C'est la raison pour laquelle ils étaient dans la rue. Catherine Brûlé-Delay est aussi une élue communiste au Mans, qui est l'adjointe au maire en charge de la société publique. On se suppose que vous parlez sur ces sujets-là. Alors comment vous, Sophie Moisy, analysez-vous la situation des EHPAD dont les personnels ont été très mobilisés lors du mouvement de grève nationale qui a eu lieu le 30 janvier dernier ? Eh bien, effectivement, en tant que présidente du groupe communiste et républicain du Mans, j'ai à la fois l'ensemble des élus du groupe qui sont
de toute façon investis sur ce sujet-là, plus particulièrement Catherine Brûlé-Delahaye, qui est effectivement en charge de la santé publique, mais aussi Yves Calippe, qui est le président du CCAS du Mans, qui a en charge notamment 2 EHPAD sur la commune. Donc effectivement, on est tout à fait, d'ailleurs Yves Calippe a fait un communiqué presse sur le sujet, on est complètement engagé avec les organisations syndicales sur le sujet, parce que le vrai problème des EHPAD, comme dans d'autres secteurs, c'est le manque de moyens. Et aujourd'hui, on nous annonce encore des restrictions budgétaires. On sait que de moins en moins, on veut que le personnel soignant soit auprès des patients. C'est absolument intolérable, parce qu'effectivement, comme le disait madame, j'ai à cœur de défendre les plus fragiles. Et dans des EHPAD, on est face à des personnes qui sont fragiles et ils ont besoin d'humains et pas seulement de théorie et de techniques qu'on déciderait là-haut. Alors vous rejoignez un petit peu l'avis des professionnels, puisqu'ils ne perçoivent pas l'installation de cette commission comme une réponse à mieux accompagner et aider les personnes âgées, puisque pour eux, eh bien, cette commission ne traitera pas des questions de fond qui sont soulevées, en tout cas lors du mouvement social, à savoir l'épuisement des soignants, le manque de personnel en EHPAD et dans l'aide à domicile, ou encore la baisse du budget pour certains établissements. Est-ce que, de fait, la première des bientraitances, c'est d'abord résoudre le manque de temps et la surcharge de travail des soignants, 2 situations donc liées qui ont été dénoncées par les directeurs et les personnels des EHPAD. Bien sûr. Là, c'est ce que vous venez de dire, c'est exactement la réalité. La bientraitance passe par le temps qu'on consacre aux patients. On est dans un service public où on y met de l'humain. Les soignants sont des personnes qui sont auprès des patients. Donc, si on leur laisse pas le temps d'exercer leur métier auprès des patients et qu'on leur demande de multiplier les tâches, de passer le moins de temps possible auprès des patients, bien évidemment qu'on est dans une situation de maltraitance. Et d'ailleurs, ce sont les personnels eux-mêmes qui tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils savent qu'ils ne font pas le travail correctement. Donc, c'est bien évidemment qu'il faut les soutenir. Et comment voulez-vous les soutenir quand tout à l'heure on expliquait que nous qui avons en charge 2 EHPAD dans cette ville, non seulement on nous baisse les dotations, donc on sait que l'État se désengage vis-à-vis de nous, mais en plus il faut qu'on explique à nos personnels, à nous, qui sont du coup du personnel communal, que on va essayer de pallier à ce manque de l'État, mais ça veut dire faire des économies sur d'autres secteurs. Aujourd'hui, on veut que le service public soit rentable. Il n'a jamais été question de rentabilité dans le service public. Un service public, par défaut, doit être efficient. Et effectivement, chaque denier public doit être investi de la façon la plus optimale possible et avec l'efficience la plus évidente. Par contre, rentabilité, non. On n'est pas une entreprise privée, on n'est pas là pour enrichir le capital. Cette commission sur la bientraitance travaillera en lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées que vous connaissez. Est-ce que les problématiques de maltraitance sont communes entre le secteur des personnes âgées et le secteur du handicap, comme le précise d'ailleurs un membre du Haut Conseil, par ailleurs membre de l'association des directeurs au service des personnes âgées? Oui, je pense que c'est très lié. Je ne dirais pas que ce sont les mêmes métiers en fonction des publics et qu'il faut d'ailleurs savoir s'adapter au public que l'on a en face de soi, parce que même dans les personnes âgées, on a des personnes dépendantes, des personnes qui nécessitent un accompagnement différent. Et ça, vous comprenez bien qu'en réduisant le temps de personnel auprès des patients, les patients sont obligés de rentrer dans des logiques de soins où elles ne tiennent plus compte des besoins de la personne, puisqu'il faut qu'elles aillent plus vite et qu'elles en fassent plus. Avec souvent moins de personnel, sans parler de tout ce que subit le secteur des soignants, les burn-out et co, où on n'a pas les moyens de remplacer. De fait, c'est une réflexion qui s'inscrit aussi dans différents mouvements sociaux qui ont eu lieu ces derniers temps, puisqu'il y a eu un mouvement social le jeudi 8 février où environ 150 personnes ont débrayé au centre de rééducation de l'Arche à Saint-Saturnin pour exprimer, je cite leurs propos, leur ras-le-bol. Elles dénoncent effectivement le manque de personnel, les conditions de travail ainsi que la politique de santé du gouvernement. Et puis quelques jours avant, ça c'était le 25 janvier, 150 à 200 salariés là aussi manifestaient à l'hôpital spécialisé d'Allonnes, le PSM, qui est l'établissement public de santé mentale. Et là, ils dénoncent la suppression de 5 nouveaux postes de psychologues au budget 2018 et la fermeture de 55 lits sur les quelques 300 que compte l'établissement. Alors, c'est un mouvement de grève
SNCF que vous avez soutenu, Sophie Moisy, comme membre du conseil de surveillance de l'EPSM de la Sarthe. Oui, tout à fait. Oui, j'ai soutenu parce qu'on a déjà 80 postes qui ont été supprimés sur les 3 dernières années. Aujourd'hui, l'établissement public de santé mentale de la Sarthe est plutôt très efficient en matière de finances publiques. Je n'ai pas voté d'ailleurs, je me suis abstenue sur le vote du budget, le budget prévisionnel de 2018, parce qu'on annonce des suppressions de postes alors j'estime qu'un établissement public très bien géré du reste, il faut l'entendre. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la logique où on veut prouver qu'on est bon dans notre domaine des services publics et on fait pas de la rentabilité, mais en tout cas, on a quand même des fonds importants, mais en même temps, on exprime qu'il faut, pour rester à ce niveau-là, il va falloir supprimer des postes. C'est pas entendable. Aujourd'hui, la psychiatrie en Sarthe, c'est un vrai sujet. Les enfants ont des rendez-vous à peu près au bout d'un an. La psychiatrie infanto-juvénile, c'est quand même très 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 important. Vous avez un problème qui se passe comme on a eu le cas au lycée à la Ferté-Bernard. Tous les psychiatres y vont et on en manque. Donc on peut pas entendre ça. Et l'ambulatoire, qui est une nouvelle forme de prise en charge de la psychiatrie, c'est très bien, mais ça doit pas se faire au détriment des moyens qu'on y met. Et aujourd'hui, la fermeture des lits n'est pas compensée par l'ambulatoire que l'on met en place. Et ça, c'est absolument pas tenable. Alors Sophie Moisy, vous venez de nous dire que vous vous êtes abstenue sur le vote du budget 2018. Pourquoi vous n'avez pas voté contre ? En tant que responsable, on est partenaire financier, je suis l'élu là-bas. Je ne suis pas que la citoyenne engagée. Et il faut parfois prendre ses responsabilités. Effectivement. J'aurais pu voter contre. J'ai longuement hésité, pour tout vous dire, en conseil de surveillance. Alors malheureusement, en plus, le conseil de surveillance n'a qu'un vote consultatif. C'est pas nous qui faisons le budget. Le budget, malheureusement, est passé. C'est pour ça que le personnel a débrayé derrière et qu'ils sont en grève. Mais en même temps, c'est important qu'une élue qui fait partie du membre du conseil de surveillance vote contre. D'autant plus que j'ai été soutenue par ma collègue élue d'Allonne aussi. Donc, effectivement, oui, nous. Et par des membres aussi qui représentaient les associations, l'UNAFAM notamment. Donc, effectivement, je pense qu'il va falloir aller plus loin dans notre démarche et c'est pour ça que j'ai souhaité aussi faire un communiqué de presse derrière pour soutenir les personnels dans leur lutte. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quelques jours après la remise du rapport Spinetta, le gouvernement s'attaque à un sujet sensible qui concerne l'avenir de la SNCF. Le Premier ministre Édouard Philippe a commencé ce lundi les concertations avec la direction de la SNCF sur la réforme du système ferroviaire français. Suivront les syndicats, des représentants de régions ainsi que des usagers. La méthode et le calendrier de cette réforme du secteur ferroviaire seront précisés quant à eux le 26 février prochain. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, s'est montrée ferme sur les attendus de cette réforme. Elle évoque une situation jugée préoccupante et alarmante, je prends ses propos, pour laquelle elle signale qu'il y a d'ailleurs urgence à agir. Elle estime effectivement que le diagnostic de l'ancien patron d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, c'est lui l'auteur de ce rapport, est sévère mais juste, et certains qualifient d'ailleurs ce rapport de détonnant. La CGT, syndicat qui est majoritaire à la SNCF, appelle les 150 000 salariés de l'entreprise ferroviaire à se mobiliser. Ce sera le 22 mars prochain, en même temps que les fonctionnaires qui sont opposés, eux, à la réforme de la fonction publique. Sophie Moisy, alors il y a une vraie question, je pense, qui se pose, c'est peut-on finalement réformer la SNCF et l'ouvrir à la concurrence, parce que c'est un petit peu ce dont il est question, et on ne parle même pas de la retraite des cheminots, sans toucher au statut des cheminots, justement? Je suis pas sûre que alors c'est un sujet, le statut des cheminots, mais maintenant je vais vous parler en tant qu'élu local. Ce qui m'inquiète dans le rapport Spinetta, c'est essentiellement les lignes secondaires. Aujourd'hui considérées, encore une fois, je suis désolée, que certaines lignes doivent être rentables et d'autres qui ne le sont pas. C'est le principe d'un service public. On est dans un service public national ferroviaire. Bien évidemment que les centres d'attraction des grandes villes, des métropoles amènent du monde, et bien évidemment que ces lignes TGV ou TER sont très très empruntées par les usagers pour la simple et bonne raison qu'ils vont dans les endroits où il y a du travail, où il y a des activité. Maintenant, ça ne veut pas dire que la personne qui est sur une ligne éloignée où il y aurait moins de population n'ait pas le droit à la mobilité. Le vrai sujet, nous, là, sur lequel on se base, c'est la ligne Le Mans, Caen-Tours, parce que on nous parlait d'électrification. Aujourd'hui, c'est même plus du tout dans les tuyaux. Il y a un vrai sujet. On a plein de sujets sur la ville, la halte ferroviaire. On veut que le réseau SNCF s'engage sur ces sujets-là et pour notre territoire. Et alors, même si j'ai plein de sympathie pour le statut des cheminots et que je ferai en sorte de pouvoir être à leur côté dans ce combat-là, je crois aussi et avant tout qu'on doit défendre l'usager.
Et l'usager, c'est celui qui peut être très très reculé dans une campagne et qui a besoin d'aller dans la grande ville pour travailler. On ne peut pas aujourd'hui, avec ce rapport, encore une fois, on parle de rentabilité, 1 euro investi devrait rapporter plus ? Non. Non, 1 euro investi ne doit pas rapporter plus. 1 euro investi doit faire en sorte que tous les usagers, quels qu'ils soient, aient accès au service. Merci Sophie Moisy d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa 107.3. On rappelle que vous êtes conseillère municipale du Mans, déléguée au handicap et conseillère communautaire de Le Mans Métropole. On va se quitter avec votre choix musical, un titre de Sinsemilia qui s'intitule « Je préfère 100 fois ». Pourquoi ce titre ? Parce que déjà, j'aime beaucoup ce groupe de musique depuis mon jeune âge, même si je n'ai que 32 ans. J'aime beaucoup ce titre parce qu'effectivement, ça montre qu'aujourd'hui, on crée une société où les gens ne sont plus en lien, où n'ont plus les échanges et la solidarité qu'il faudrait. Et je trouve que dans notre ville, les Manceaux et Mancelles, par leur engagement très très nombreux, arrivent encore à sortir ces valeurs de solidarité et de partage. Donc voilà. Merci Sophie Moisy et merci à Frédéric Chauveau pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée ce mercredi à 8h30 et dimanche à midi.